à quelque chose d'autre, au profit donc des populations. Je prends un exemple. On est en train de créer des brigades de construction des routes au niveau de chaque région. Vous voyez notre réseau routier, déjà ce qui est existant est dégradé, même la RN1. Si vous quittez ici jusqu'à surtout la zone de Kokologo et tout ça, c'est carrément dégradé. Ça veut dire qu'on a un besoin important d'investissement donc, dans le secteur des infrastructures routières. Et la SONAVI doit participer beaucoup. Je viens de leur confier cette nouvelle mission parce que le carburant qui va ravitailler les différentes brigades, même le bitume et tout ça, la SONAVI va devoir s'en charger. Si on baisse, le rythme va baisser. Mais vous voulez qu'on aille vite ou pas? Et il y a aussi une question de, je dirais pas de comparaison. Vous voyez, le carburant se retrouve moins cher au Burkina que certains pays côtiers. Nous, on part chercher le carburant là-bas, on fait le transport jusqu'au Burkina, mais c'est moins cher par rapport à ces pays. Vous pouvez expliquer ça? Si on doit monter à leur niveau, on fera beaucoup de marge. Et là même, je peux vous dire qu'on pourra bitumer beaucoup plus de routes qu'on le pense. Mais on garde toujours comme ça parce qu'on veut aller vite. Aujourd'hui, vraiment, il faut remercier le peuple et les amis du Burkina Faso. Beaucoup de gens contribuent, par exemple, la façon Mebo pour embellir les villes, pour faire les routes et tout ça. Mais à un moment donné, le gouvernement aussi, d'abord, a commencé par financer, mais on va devoir financer pour que le rythme continue. Donc c'est une symbiose entre nous et le peuple. Et je pense que s'ils comprennent l'effort qu'on fait, là où leur argent part, les gens doivent comprendre que bon, on peut rester sur cette ligne. Quand on atteindra un objectif donné, on va pouvoir baisser, ça c'est logique. Personne ne va être riche et vouloir que ses enfants vivent dans la misère, si je peux dire ainsi. Donc les richesses seront partagées, mais nous avons du retard et on doit rattraper le retard. Tout de suite, par exemple, je vous disais qu'on ne peut pas continuer à payer l'équipement militaire, il faut qu'on produise. Et pour produire, vous avez besoin de construire des usines. Vous n'irez pas quelque part demander un prêt pour construire une usine de ce genre-là. Non, personne ne va vous donner ça. Même les équipements qui constituent même l'usine, personne même ne va vous vendre. Donc ça, c'est à l'interne. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. On ne vous donnera pas de prêt pour ça. Et regardez tous ces équipements de façon merveilleuse, quoi. C'est combien de milliards? Ce n'est pas le prêt de quelqu'un. C'est l'argent du contribuable. Donc ce sont des choses, nous-mêmes, on a souhaité pour aller vite. Vous croyez que si j'avais un prêt de 200 milliards en 2023, moi j'équipais tout le Burkina Faso en 2023? Mais personne ne veut vous donner des prêts sur ce volet-là. Donc finalement, c'est l'argent du peuple qui équipe le peuple. Donc il y a beaucoup de domaines, on le fait nous-mêmes. Et donc ça a besoin d'un minimum de sacrifice. Quand on va atteindre le niveau, ne soyez pas surpris. Dès qu'on se sentira que voilà, on peut le faire, on va le faire. Alors, Excellence, dans le secteur des infrastructures, avec l'ONBA, Faso Mebo, tout comme dans les industries avec Faso Kosam, les usines de tomates, la SM Sosico, les mines, l'État est de plus en plus présent. Est-ce que l'État n'est pas en train de se substituer au privé? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, il faut faire un choix. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, il ne faut pas voir ça comme ça. Le privé a toujours des domaines d'activité. Mais il faut avoir cette capacité de s'adapter. Il y a des choses qui doivent revenir à l'État. Mais c'était donné au privé. Pourquoi? Bon, nous, on n'a pas d'élection à financer, on n'a pas de compte à ouvrir ailleurs pour sécuriser quoi que ce soit. Ça ne nous intéresse pas tout ça. Donc ça fait que nos rapports avec le privé sont de plus en plus sains. Chacun fait ce qu'il doit faire, paye ses impôts qu'il doit payer. Et nous les disons chaque fois de s'adapter. Quand on prend le secteur minier, moi j'ai rassemblé les opérateurs, je les ai dit, investissez dans les mines. Beaucoup n'ont pas compris. Il y a un en tout cas qui a commencé à investir. Et je pense que dernièrement, je l'ai reçu, on a dit que moi je l'ai ouvert les yeux, qu'il ne savait pas qu'il y avait l'argent là-bas. Pour lui, c'est l'import-export. Il dit l'import-export, vous ne faites que sortir nos devises. Et le peuple ne travaille pas. Ça, c'est un exemple. Donc, il est en train de se muter un peu. Moi, le ministre de l'Agriculture, vous vous souvenez, il a fait des sessions à Bobo, il a rassemblé les opérateurs économiques quand on voulait lancer les Bagré-Pôles et tout ça, la relance de l'activité, l'offensive. Mais je peux vous dire aujourd'hui, personne n'a investi.
J'ai dit d'accord. J'ai fait faire le point de bilan de l'offensive, puisque nous sommes en 2025, au ministre, et la part que le privé devait prendre pour investir dans nos pôles de croissance, je lui ai demandé quels sont les privés qui ont pu investir dans la terre et tout ça. Il dit personne. C'est ceux qui étaient déjà dedans, les producteurs de semences, ces trucs, qu'on a d'ailleurs encouragé, les coopératives, c'est eux qui ont continué. Mais les grands opérateurs, je lui ai dit, oui, il ne faut personne. Il dit d'accord, très bien. Ne soyez pas surpris que demain je dise personne ne prendra de l'argent pour amener à l'extérieur pour payer du riz venir. Vous investissez pour cultiver le riz. Il faut savoir se muter. Il faut savoir s'adapter à l'idéologie de ceux qui dirigent. Donc le secteur privé aura toujours quelque chose à faire. Mais il faut s'adapter au contexte. Parce que si on laisse tout aux mains du privé, il n'y aura pas de pays. C'est ce qui était déjà là. Quand on prend le CCVA, lequel d'entre vous n'a pas de véhicule qu'on contrôle? Vous osez prendre votre véhicule, rouler sans visite contrôle technique? La police va vous arrêter. La police, c'est qui? C'est le peuple qui paye, c'est ceux qui sont mandatés pour faire cette police par le peuple. Si la police doit contrôler des véhicules pour vous obliger à prendre la visite technique, et cette structure appartient à une privée, a été privatisée. De l'argent, je dirais gratuit, privatisé. Vous trouvez ça normal? La Sociéco, c'était privatisé. Beaucoup de sociétés sont privatisées. Mais ça peut faire rentrer de l'argent pour l'État et que l'État doit travailler pour tout le monde. Si vous privatisez tout, on fait quoi? L'État gagne l'argent où? On ne veut pas construire notre pays? On veut rester comme ça, dans ce qu'on connaît là? Nous, on veut construire. On veut produire, on veut que tout le monde vive bien et en paix. On veut voir nos enfants dans d'autres types d'écoles. On veut que notre pays se développe. Et pour ça, l'État doit être responsable et prendre ses responsabilités dans certains domaines. Même le secteur des mines, on est en train de racheter. Il y a les deux premiers mines qu'on a décidé de racheter, ce n'est pas qu'on a retiré, on a racheté. Et vous avez suivi, c'est près de 100 milliards. Mais c'est l'État qui a payé pour racheter ces mines. Et c'est nous exploitons maintenant. Et on fera comme ça. Même les parts que je dis qu'on va prendre, on va racheter des parts. Il faut que l'État soit fort. Si l'État n'est pas fort, vous n'avez pas de pays. Ça, il ne faut pas se leurrer. Le capitalisme ne peut qu'être sauvage. Si vous laissez le capitalisme se développer à un certain niveau, finalement, vous allez vous perdre. Vous, si vous faites une industrie tout de suite pour fabriquer je ne sais pas quoi, vous voulez faire du profit. Au début, vous pouvez mettre une usine qui emploie peut-être 500 personnes. Et au fur et à mesure, vous robotisez. Finalement, votre usine, vous n'avez que 10 personnes devant un ordinateur qui travaille. Les 490 sont au chômage. Nous, on est contre ce système. On régule aussi. Certes, digitalisé, mais une certaine robotisation, on est contre. Donc, on a une idéologie qu'on va dérouler au fur et à mesure, mais il faut que les gens s'adaptent à l'idéologie. C'est pour le bien-être de tout le monde. Sinon, on va se retrouver dans des situations très inconfortables. Voilà. Monsieur le Président, est-ce que ça veut dire que vous attaquez à l'économie de marché, qui est enseignée aujourd'hui en sciences économiques et avec lequel les systèmes, les jeunes économistes grandissent? Parce qu'aujourd'hui, l'État vend du yaourt à travers Faso Kosam. Vous avez annoncé les Fasoyards. On se demande quand vous allez ouvrir les premières boutiques. Tout ça, vous prenez progressivement la place du privé. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. D'abord, j'ai dit au ministre de l'Enseignement supérieur de me changer. D'abord, la carte universitaire a changé, mais le curricula de changer tout. Pourquoi on doit forcément apprendre leur manière de faire l'économie? On n'est pas en mesure de créer. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu, encore, comme j'aime le dire, créer, asseoir des gens, créer l'école? Ce sont des gens qui ont inventé, qui ont créé des concepts et qui ont créé l'école. Ce sont les êtres humains qui ont créé l'école. Donc, qui ont mis des programmes, ainsi de suite. Le programme aux États-Unis est différent du programme en France, différent du programme en Angleterre, ainsi de suite. Chacun a sa manière d'enseigner sa population pour atteindre le niveau qu'on souhaite. Donc, nous aussi, on va créer notre modèle. Justement, c'est ce qui nous met en retard. Malheureusement, notre modèle d'école n'est pas bien. On a pris pour les autres, adapté, et finalement, on forme quoi? Ok, on forme beaucoup d'économistes dans ce concept. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ok, nous, on est en train de changer de système.
Est-ce qu'on fait des progrès ou pas? C'est là la question. C'est toute la question comme ça. Il a parlé de l'ONBA, des trucs. Il y a des barrages qui étaient endommagés depuis des décennies, ensablés ou quoi. Cette saison, l'eau est dedans. C'est par notre système qu'on est arrivé à remettre en œuvre ces barrages-là. Les populations vont produire, pendant la saison pluvieuse, vont produire toute l'année et ils sont bien contents. Et ils ont de l'eau potable aussi, à travers l'ONEA, par ces barrages-là pour boire. Et on va continuer comme ça. Est-ce qu'on fait ça? Ou bien on s'assoit, on dit non, tout doit être pour le privé. Et d'abord, cette question de privé, il y a des gens qui avaient une mentalité rétrograde, encore politicienne. Et nous avons dit aux gens de changer. Vous avez bien suivi les sorties de certains ministres. Ok, on vous donne un chantier, vous prenez l'avance de démarrage et tout, et vous faites ce que vous voulez. On vous donne un chantier de bas-fond. Dans le contrat, vous devez finir en mai pour que les paysans puissent accéder au bas-fond et puis cultiver. Vous prenez votre avance et vous vous baladez, vous faites ce que vous voulez. En avril, on passe, on regarde, vous n'avez rien fait. Vous dites non, 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 vous partez à votre rythme, c'est comme ça. On vous contraint, vous finissez le bas-fond. Il y en a qui travaillent, il y en a même qui travaillent de nuit jusqu'à aujourd'hui pour atteindre les objectifs. Pas qu'ils ne peuvent pas, mais c'est une mentalité. Et tant que le privé aura cette mentalité, ça ne va pas marcher. Moi, je vous ai dit qu'on a près de 1000 ans de retard même. Il faut rattraper. On est dans les années 1000, à la rigueur 1800. Il faut rattraper le retard, mais on ne peut pas continuer avec cette mentalité. Donc, on invite les gens à changer et à s'adapter. Vous parlez des yaourts, par exemple. Est-ce que le marché est saturé? Non. On importe. J'aimerais voir les privés rentrer dans le yaourt. Pourquoi on n'importe plus? Nous avons pris des textes pour dire que lorsque quelque chose se produit au Burkina Faso, pour pouvoir importer, il vous faut une autorisation spéciale d'importer. Ce qui stipule que vous devez payer ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'il y a le manque maintenant, on vous autorise à importer. Voilà pourquoi les gens sont en train, vous voyez que beaucoup de privés sont en train d'ouvrir des usines et tout ça. Et si on ne passait pas par cette méthode, comment on va faire? Il y a le grand moulin du Faso qui est là. Bon, il faudra qu'on est en train de restructurer tout ça. Mais parallèlement à ça, on a obligé les grands importateurs à ouvrir des moulins. Moi-même, j'ai été inauguré la dernière fois de l'autre côté. C'est l'un des plus grands importateurs. Quand on a dit on va suspendre l'importation, mais il n'était pas content, il a tout ici. On a dit c'est ce qu'on va faire. Soit vous adaptez, ou bien l'État va prendre en compte. Mais ils le font. Mais est-ce qu'on arrive à satisfaire? Il y a la place. On a de la population, on a un grand marché, un marché immense, au Burkina et en Afrique. Mais les gens n'ont qu'à s'adapter, produire. Donc il y aura toujours de la place. Ne pensez pas que forcément on a pris la place du privé, non. Il y a la place. Vous allez ouvrir les façons. Si, c'est nécessaire pour réguler. Parce qu'il y a cette mentalité de toujours entraîner la spéculation de certaines personnes. Non, c'est dangereux. Dernièrement, vous avez suivi le cas des motos. Malheureusement, c'est quand il y a eu la situation, on s'est rendu compte que ce n'était même pas un marché régulé. Donc rapidement, on a dû voir comment on peut réguler ce marché pour que l'importation soit suivie. Comment quelqu'un part importer des motos et il vous dit qu'il n'a pas de facture d'achat? Puisque le ministère a besoin de la facture d'achat pour voir tout ce que vous avez payé comme douane et quoi, et vous fixez une marge à ne pas dépasser. Mais il dit qu'il n'a pas de facture. Donc il part payer, il vient, il fixe le prix qu'il veut et il revend aux populations. Donc lui, il s'enrichit. Et les autres s'appauvrissent. Et généralement, quand les gens s'enrichissent, qu'est-ce qu'ils font? S'ils buvaient la braquina ici, ils ne boivent plus la braquina, c'est le champagne qu'ils cherchent. C'est l'argent qui sort. S'ils roulaient sur peut-être, je dirais, une petite cylindrée, ils cherchent maintenant une V8. Le carburant qui est subventionné par l'État, c'est ça, c'est l'argent qui sort. Donc il faut qu'on réfléchisse à l'économie. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas laisser sortir des devises. Vous dites que vous voulez la monnaie et vous voulez continuer pour qu'on se comporte comme ça. On ne peut pas se comporter comme ça. Voilà pourquoi l'État est en train de reprendre le contrôle. Si demain, les gens s'entendent, on nous a fait des chantages. Hein. Quand on a essayé de régler un peu à la douane, il y en a qui nous ont dit que si on fait comme ça, il y aura pénurie de riz. J'ai dit, ok, faites la pénurie de riz, vous verrez ce que nous on va faire. Et si demain des gens veulent s'entendre pour faire pénurie de riz, c'est nécessaire que l'État prenne en compte l'importation de riz. On est prêt à tout. Il faut que les gens changent de mentalité. Allez doucement, cherchez votre intérêt aussi petit soit-il, mais permettez aux autres Burkinabés de vivre et de ne pas les appauvrir. Monsieur le Président, on vous a vu à Lumbila auprès des femmes agricultrices, les accompagner, les soutenir. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites pour
donner davantage d'opportunités de gagner des revenus aux femmes du Burkina qui alimentent la petite économie dans les quartiers, dans les villages. Oui. Très bien. Et ça, c'est l'un des points les plus importants. Et j'ai dit même au ministère de l'Action humanitaire qui s'occupe des questions des femmes de recentrer l'action, au lieu qu'on soit dans l'assistanat, de recentrer l'action sur la création d'emplois et des petites entreprises. Les femmes ont des qualités. Regardez la transformation à petite échelle de nos produits de consommation. Les femmes peuvent le faire très bien. Elles sont beaucoup plus patientes que les hommes. Et elles savent bien faire certaines choses que les hommes. Il faut encourager à ce qu'elles le fassent. Moi, je suis passé à Tenkodogo le 8 mars, j'ai vu les femmes qui ont fait du couscous préfet, qui est bien pour les forces, le savon liquide qu'elles font et tout ça. J'ai donné des instructions pour qu'on paye le savon liquide de toutes ces femmes qui ont été formées et qui se débrouillent pour faire le savon liquide dans nos administrations. Parce que tout ce qui est là, c'est importé, et même chez vous, dans vos bureaux. Tous les savons liquides importés, n'est-ce pas? C'est pas normal. Pendant que nos mamans fabriquent ça. Et quand j'ai dit de le faire, un temps, on m'a revenu que non, elles n'ont pas de structure formalisée. J'ai dit, je ne veux rien comprendre. Trouvez la formule, c'est leur savon, vous payez. Et vous amenez. Que question d'emballage ou quoi. Même si moi, vous m'amenez dans mon bureau avec les bidons recyclés des eaux de boisson, là, je vais utiliser. Ce n'est pas grave. En attendant qu'on ait ce qu'on... Pour qu'on veut le luxe, acceptons nos réalités, transformons ce dont on a besoin et consommons ça. Et on va évoluer au fur et à mesure. Une dame qui peut se transformer du savon à petite échelle, si on l'accompagne en lui donnant des marchés trucs, demain elle peut avoir une grande entreprise qui produit et qui exporte. Voilà la mentalité qu'il faut qu'on développe. Et donc j'ai dit au ministère là, de ne plus être là dans, vous voyez, l'action humanitaire, l'assistanat, non. Il faut recenser les problèmes des femmes. On a beaucoup de produits qu'on est en train de faire aujourd'hui. On peut transformer, même à petite échelle, et trouver une formule de rassembler. J'ai discuté avec des femmes à Bobo. Il dit, par exemple, les produits oléagineux. Les femmes peuvent produire l'huile brute par coopérative et trouver des gens qui ont un certain niveau, qui mettent une raffinerie en place. Et leur rôle, c'est de payer les huiles brutes et les raffiner pour donner de l'huile parfaite sur le marché. Il faut qu'on aille vers ça. Mais si on s'assoit, bon, je n'ai pas la capacité de faire l'huile et puis la raffinerie coûte cher, tout le monde n'est pas obligé de faire la raffinerie. Mais on peut organiser pour que... Voilà. Donc dans plusieurs domaines, c'est ce qu'on est en train de vouloir développer et permettre aux femmes vraiment de mettre en œuvre tout ce qu'elles savent faire. Donc c'est une politique qui est enclenchée et je crois que vous allez voir les résultats. Soumaïla Arabo, Jean-Marie Toé, ce serait donc la dernière question. Merci à vous donc pour vos différentes préoccupations adressées au chef de l'État. Excellence, nous accueillons à présent Sekou Tangara de la télévision Africab et Abdou Zouré de Faso 7. Ils vont échanger avec vous sur des sujets en lien avec la diplomatie et l'AES. Bonsoir, chers confrères. Alors, vous disposez pour ce volet de 15 minutes. Merci, Sagnon. Monsieur le Président, l'Alliance des États du Sahel a 2 ans. Comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui? Quel est son état de santé? Merci. Je dirais que l'évaluation de l'état de santé, c'est à travers la population qu'on peut le sentir. Et à travers la population, je pense qu'elle se porte bien. Parce que l'AES n'appartient pas aux dirigeants, l'AES appartient au peuple. Et les peuples ont adhéré. Ça fait que c'est exceptionnel ce qui se passe. L'AES a pu unir, rapprocher les peuples et c'est ça le plus important. Donc on rend grâce à Dieu. C'est un enfant de 2 ans. On a l'impression que la tête est là, les pieds aussi. Mais Monsieur le Président, on a l'impression que les bras ne sont pas encore là. On parle d'agence d'exécution, de maître d'ouvrage. Il était question de transformer l'autorité du Liptako Gourmand en agence d'exécution. À quand est-ce que les populations de l'AES pourront voir ces projets de développement, les projets structurants au bénéfice des populations? Très bien. Je pense que là, c'est une mutation qui est en cours. Ce n'est pas définitif d'abord. Il y a toujours la réflexion, parce que c'est un administrateur provisoire qui est là. Et il faut réfléchir comment on peut la rendre effective en agent d'exécution. Donc c'est une réflexion qui progresse toujours. Parce qu'il ne faut pas faire les erreurs de reconduire les mêmes institutions. Si on se calque sur les mêmes institutions qui ont échoué, ça ne va pas marcher. Et quel type de projet on veut faire pour une population? Qu'est-ce que la LG faisait et qu'est-ce que nous on veut maintenant?
La routine, c'est quoi pour certains agents d'exécution ou quoi? C'est de voir les bailleurs de fonds, réunir les financements pour des projets. Mais ça veut dire des prêts pour les populations. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je ne pense pas. Nous partons d'une question endogène. Et si on dit endogénéité, voilà pourquoi la banque d'investissement, si vous remarquez, le prélèvement est fait pour qu'on puisse ravitailler la banque d'investissement. Il faut que si nous voulons qu'elle fonctionne, que si elle a besoin de faire des projets dans l'espace, que la banque puisse a priori financer. Mais si c'est pour constituer une agence et repartir chez les mêmes impérialistes pour aller se mettre à prêter l'argent pour certains projets, peut-être qu'ils n'ont même pas la même vision que nous, c'est pas évident. Donc la réflexion est toujours en cours, ce n'est pas définitif. Monsieur le Président, l'AES c'est aussi la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la force conjointe et quelles sont les actions fondamentales qui ont été posées sur le terrain? Alors, la force conjointe, nous avons fait l'architecture comme vous avez pu le voir. Le poste de commandement est installé à Niamey. Et actuellement, il s'agit d'équipement des premières unités. Par exemple, le Burkina Faso, le premier bataillon est prêt. Et les équipements aussi de ce bataillon sont là. Et nous sommes en train de former le deuxième bataillon qui, peut-être dans 2 mois, comme ça, seront prêts. Et chaque pays, le concept est que chaque pays commande les équipements. On a arrêté un format d'équipement que chaque bataillon doit avoir. Donc il faut les commander pour qu'on puisse les armer. Et comme je l'ai dit, jusque-là, on ne fabrique pas certains équipements. On est obligé de commander. Et vous voyez comment le monde est fou. Tout le monde prépare la guerre. Vous pouvez commander aujourd'hui un équipement, on vous donne 4 mois, 6 mois, 8 mois, souvent même des années. Donc on est obligé de faire avec. Et qui de force conjointe, ça demande une communication importante. Et donc vous comprenez toute la logistique en termes de transmission qu'il y a derrière. Il faut que ce soit parfait. Donc voilà pourquoi on ne précipite pas les choses. Déjà, il y a beaucoup d'opérations qui se mènent de façon conjointe. Donc c'est déjà le début de la force. Peu importe la situation qui se passe entre nous, du Niger ou du côté du Mali, nos forces arrivent à déjà coordonner pour travailler. C'est ça le plus important. Quand on regarde, pour rester sur la force conjointe, quand on regarde la photographie de l'AIS, la Confédération est entourée par des pays avec lesquels souvent il y a des frictions diplomatiques. C'est-à-dire quand on prend le Niger, il y a des frictions avec le Bénin, le Mali, il y a des frictions avec l'Algérie, le Burkina, même si on ne le dit pas, des petites frictions souvent avec la Côte d'Ivoire. Comment transformer justement ces frictions diplomatiques en opportunités opérationnelles pour lutter contre le terrorisme, Monsieur le Président? C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, c'est autour de l'AES. Si nous connaissons la menace qu'il y a autour de nous, l'opportunité, la seule opportunité à saisir, c'est de développer des armées très fortes et d'essayer de nous développer. C'est la seule opportunité. Sinon, l'adversité, on va toujours l'avoir. C'est pas comme ce que vous avez cité, c'est réel. C'est réel. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le problème en Afrique, très souvent, ce sont les dirigeants. Ces frictions diplomatiques, c'est pas entre, moi je n'aime même pas dire les frictions entre les États. Il n'y a pas de friction entre les 2 pays ou quoi. Il y a friction entre les dirigeants des pays. Est-ce qu'entre armées de l'AES et ces pays-là, ça coopère, ça se renseigne, il y a la collaboration? Bon, pour certains cas, je ne sais pas, mais je prends par exemple le cas de... Même avec le Bénin, nous, on n'a pas les mêmes approches en termes de terrorisme. Je prends par exemple le cas du Bénin. Moi, avant d'aller à Moscou la dernière fois, en mai, un jour, j'étais là, il y avait une menace qui planait sur un détachement au Bénin. Mais les militaires n'attendent pas de monter au niveau politique ou quoi que ce soit pour certaines choses. Ils ont contacté nos forces à l'Est, qui ont confirmé en tout cas la menace. Ils ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Moi, j'étais encore là, c'était un samedi, je me souviens. J'ai ordonné à nos appareils d'aller survoler et voir ce qui se passe, parce qu'ils ont intercepté les communications de regroupement. Effectivement, les drones sont arrivés à la frontière, ils ont vu que les terroristes se regroupaient pas loin de leur base. On a frappé et on a avorté l'attaque. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Vous voyez, les forces coopèrent. C'est ça l'esprit militaire. Un bon militaire, la menace d'abord, il y a une menace commune. Mais maintenant, c'est souvent au niveau, comme je l'ai dit, au niveau des dirigeants, beaucoup n'ont pas compris. Ils sont là dans des guerres inutiles.
Mais le plus important, la menace est commune. Si quelqu'un croit qu'il peut se soustraire de la menace, il se trompe. Donc on coopère. Les militaires coopèrent. Vous avez dû voir, par exemple, nous et les dirigeants ivoiriens, il ne faut pas se mentir, ça ne va pas. Mais vous avez dû voir nos militaires, très souvent même, qui se retrouvent, qui s'assoient ensemble à la frontière, qui causent. Voilà, ça fait partie. C'est l'occasion de parler des 6 éléments du Dara. Où est-ce qu'on en est? On a entendu les autorités lors d'une conférence de presse, ils en ont parlé. Au niveau du Burkina Faso, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont franchi la frontière, ils ont été interpellés. Ils sont là. D'accord. Chaque fois que quelqu'un franchit la frontière, il rentre, mène des actions. Que si ce sont des civils, généralement, c'est qui rentrent, qui posent des questions, qui font des enquêtes. Ça, c'est de l'espionnage, en fait. Donc, c'est logique qu'on les arrête et qu'on les entende. C'est comme avant ça, il y avait des gendarmes qui avaient franchi en armes. C'est arrivé 2 fois, il y avait 6 et 2 entre-temps. On les avait arrêtés, on les avait amenés jusqu'à Ouagadougou avec les armes, on les a auditionnés. Mais un jour, le ministre de la Défense m'a dit que son homologue l'a appelé et plaidé si on peut les libérer. J'ai vu les services de renseignement et j'ai dit, bon, écoutez, s'ils ne sont pas rentrés avec une mauvaise intention et tout, fraternité d'armes et tout ça, il faut les libérer. Le même jour, ils ont été libérés. Et nous aussi, nous espérions que les Ivoiriens, il y a des civils burkinabés en prison, qu'ils les libèrent. Malheureusement, c'est 2 ou 3 jours après, on apprend le décès de notre frère en prison. Et les autres qui sont en prison sont toujours en prison. Et même ce sont des civils, des commerçants. Écoutez, ça, c'est pas de la bonne collaboration. Donc, pour les 6 éléments, on attend. On n'a rien reçu d'abord comme approche ou quoi que ce soit. Pourtant, le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué qu'ils espèrent, qu'ils privilégiaient la voie du dialogue avec le Burkina Faso. Il a dit en conférence de presse le mercredi passé. On les attend. Nous, si on avait privilégié la voie du dialogue, on espérait aussi qu'ils libèrent nos civils innocents et qu'ils viennent. Mais un est mort dans leur prison qui n'est même pas une prison conventionnelle. Donc, écoutez, chacun assume ses actes. Et nous, on n'a pas l'art de mentir. Ce qui est réel, on le dit. On n'a pas de personne à nous approcher d'abord. Donc la situation est telle qu'elle. Voilà. Les relations entre l'AES et la CEDEAO sont claires, elles sont limpides, c'est la rupture. On se pose des questions par rapport à l'UEMOA. Récemment, lors de la conférence des ministres des Finances de l'UEMOA, il était question que ce soit le Burkina Faso qui préside la conférence des ministres. Ça n'a pas été le cas. Comment est-ce que cette question a été abordée au niveau du collège des chefs de l'État de l'AES? Quelle lecture vous en faites? Non, ce n'est pas surprenant. Nous, on était préparés à ça, ce n'est pas surprenant. Vous voyez, il y a des gens qui se prévalent de gouverner toute l'Afrique de l'Ouest et qui sont les... Ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas, on les a dit clairement. Moi, j'ai des gens avec certains chefs d'État, j'ai dit ça ne marche pas. Y a-t-il de quoi quitter l'UEMOA, Monsieur le Président? Mais s'il y a nécessité. Et peut-être on tend vers ça. Si on ne peut pas gouverner, qu'est-ce que vous voulez? On nous cherche. Ça a été le même cas que la CEDEAO. On nous pousse vers la porte, ben on va partir. Donc on les regarde. La balle est dans leur camp. En préparant l'émission, Monsieur le Président, en préparant l'émission, on a appris que vous aimez cette formule « tout est urgent ». Au sein de l'AIS, est-ce qu'il y a plus urgent, même dans la hiérarchisation des urgences? Qu'est-ce qu'on peut privilégier aujourd'hui? Les urgences au niveau de l'AIS? Oui. C'est la question sécuritaire. C'est le plus urgent. Et vient maintenant la question du développement qui est liée à la question sécuritaire. Il faut qu'on libère nos terres et qu'on sécurise nos populations. Ça, c'est l'urgence absolue. Donc, tout l'effort, toute la concentration, même nos tâches quotidiennes doivent être orientées vers ça. Chaque fois qu'il y a un incident, en tant que chef d'État, on doit être au courant et on doit s'intéresser, on doit trouver des solutions et ainsi de suite. C'est ça qui est le plus important. Et réfléchir constamment, récupérer nos terres, sécuriser, faire en sorte que même dans 100 ans, cette situation n'arrive plus. Monsieur le Président, l'AES c'est un même peuple, c'est un même destin. On est curieux de savoir comment les autres pays de l'AES perçoivent la révolution burkinabé. Peut-être qu'il viendra la révolution, c'est une étape. Mais il faut savoir que le Burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. C'est le même peuple par la mentalité actuellement qu'on a réussi à inculquer. Mais fondamentalement, vous-même vous êtes Burkinabé, vous savez que non n'est pas facile. Le Burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire, ça fait que la révolution passe plus facilement. Voilà. Même quand on ne faisait pas la révolution, les gens même réclamaient la révolution. Donc
Les autres, ils vont aussi proclamer sûrement, j'espère. On n'a pas le choix que de faire une révolution. Sinon, tout autre concept ne marchera pas. Voilà, il faut révolutionner. Ben, merci donc à vous pour ces différentes questions relatives donc à la diplomatie et à l'AES. Monsieur le Président, nous nous acheminons vers la fin donc, de cet entretien. La 5e et dernière rubrique concerne la géopolitique régionale et internationale. Les questions relatives donc, sont portées par Dieudonné Zoungrana de Aujourd'hui au Faso et Jules Domsé donc, de Vox Africa. Vous avez pour cette rubrique 15 minutes également. Alors, Excellence, si vous permettez, on va rester toujours en Côte d'Ivoire. Les relations avec ce pays sont exécrables. Et avec le langage direct et franc du soldat et du révolutionnaire que vous êtes, vous avez eu à dire que les raisons de cette colère, vous n'êtes pas contre le peuple ivoirien, mais contre les dirigeants qui donnent le gîte et le couvert aux déstabilisateurs du Burkina Faso. Alors, à quand et dans quelles conditions peut-on avoir un dégel et un échange d'ambassadeurs entre les deux pays? Ça dépend d'eux. De toute façon, ce n'est pas nous qui avons commencé cette situation. Moi, je me souviens au tout début, même le jour du 30 septembre, est-ce que l'une des premières personnes qui m'a appelé, ce n'était pas le président Alassane Ouattara? Et après, son petit frère est venu par 2 fois nous voir et tout ça. C'est vrai, on peut dire que les relations étaient bonnes, mais il a voulu qu'on suive une certaine direction. Mais comme vous avez dit, en tant que révolutionnaire, nous savons que nous ne sommes pas là pour ça. Nous étions là pour la révolution. Et la révolution, c'est une rupture. On ne peut pas suivre une certaine politique. Et donc, petit à petit, les relations ont commencé à ne pas aller. Et comme vous l'avez constaté, tous ceux qui ont voulu peut-être certains privilèges, quoi que ce soit, n'ont pas eu, se sont mis à se mettre contre nous, se sont déployés là-bas, sont entretenus, sécurisés et tout. On sait de quoi on parle, parce qu'ils savent aussi de quoi on parle, pour agir contre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui était venu ici en son temps. Nous avons observé ça pendant près de 2 ans. On les a parlé plusieurs fois. Ils nous ont dit non, il faut qu'on passe par les règles de l'art, il faut que la justice émette des mandats et tout ça. On a fait tout. Ils ne répondent pas. Monsieur le Président, ça ne marche pas. J'embraye avec la question de mon confrère pour rester sur la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez très bien, la Côte d'Ivoire a une élection présidentielle cette année, dans quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça nous intéresse d'autant plus qu'on a beaucoup de compatriotes en Côte d'Ivoire quand même. Et on craint qu'il y ait des violences. Et ça, ce n'est pas forcément la bienvenue. Parce que nous avons vécu malheureusement les années passées aux violences en Côte d'Ivoire avec les opérations Bahiri. Tout le monde a subi ça au Burkina. Aujourd'hui, vraiment, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des violences. Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisiez, parce que c'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. Voilà.
Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, bon, la géopolitique quand même avec la Côte d'Ivoire, ce pays voisin, qui abrite la plus grande diaspora burkinabé, alors que, bon, vos contempteurs vous accusent de pratiquer la diplomatie du muscle avec ce pays, au détriment justement de nos Paweto qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, qui le dit? Nous sommes burkinabés, c'est ce que nous savons. Et nous avons décidé de faire une révolution, on va la faire. Maintenant, celui qui embarque dedans embarque. Nous ne pouvons pas être dans une révolution et vouloir faire un autre modèle de diplomatie. Je vous ai dit la diplomatie mensongère et tout ce qu'il y a. On n'est pas prêt à être dans ce sillon-là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ait le courage de vous dire ça ne va pas. Il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Généralement, les gens devant les micros et tout ça, non, tout va bien, si c'est ça, on est en train de... C'est faux, ça ne va pas bien. Il faut avoir le courage de le dire, il faut qu'on s'asseye, qu'on parle et qu'on se dise la vérité. Mais si les gens ne veulent pas ça, parce que juste dans leur tête, bon, il faut que ces gars-là ils quittent, parce qu'on ne veut pas de révolution en Afrique de l'Ouest. Ça ne va pas marcher. Donc, chacun se prépare à assumer les conséquences voilà, de la situation. Alors, pour sortir de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, on reste quand même au niveau de l'AES. Vous avez certainement suivi le dernier sondage fait par nos confrères de Jeune Afrique. Et avec des résultats qui peuvent sembler étonnants, les populations des pays francophones sont tous favorables à l'AES. Je dirais, même la Côte d'Ivoire, à 66%, apprécie ce qui se fait au niveau de l'AES. Alors, comment est-ce que vous recevez ce message? Ah bon? Je n'ai même pas pu suivre ça, parce que moi, je ne suis plus ce média. Hein. Alors, on est contraint, c'était un sondage qu'ils ont commandé. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce résultat, mais le résultat est tel. Ils ont été au Cameroun, ils ont été au Sénégal, ils ont été au Bénin, ils ont été en Côte d'Ivoire. Et là-bas, les populations sont tous favorables à l'AES et apprécient dans leur grande majorité ce qui se fait au niveau de l'AES. C'est logique, je dirais. Les populations ouest-africaines sont la plupart du temps liées. C'est la même famille. C'est le colon qui nous a divisés. Hein. Et quand les gens voient qu'on essaie de s'unir, ça ne fait qu'inspirer, ça ne peut faire que plaisir. Donc moi, ça ne m'étonne pas que ces populations apprécient. Et ce qui m'étonne, c'est le fait qu'ils aient publié. Pourquoi ils ont publié ça? Ça donne une réflexion. Pas le choix. Quand vous commandez une enquête, c'est connu. Après, vous êtes obligé de publier les résultats. Bon, peut-être ça. Voilà. Mais il faut faire attention à ces gens parce que... Je suis totalement d'accord avec vous. Voilà, ils sont pas sinon, je suis d'accord. C'est normal, c'est logique. Avec la permission de Dieudonné, je voudrais vous poser une question concernant justement votre relation avec une autre organisation. Qu'est-ce que vous faites encore dans l'Union africaine? Ah, bonne question. Alors, je dirais que notre situation dans l'Union africaine est tellement passive qu'on ne sait pas si on est dans l'Union ou si on n'est pas dans l'Union. On nous a suspendus depuis, personne ne nous parle, c'est vraiment un silence radio. Donc alors, moi je ne sais pas si je suis dans l'Union ou pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas marquer le coup en posant aussi un acte historique, comme cela a été le cas avec la CEDEAO, en claquant la porte à une institution qui visiblement ne sert pas à grand chose? J'ai eu à discuter avec un diplomate de cette organisation. Et après, nous avons vu qu'ils ont nommé un médiateur, le président burundais, qui devrait même venir ici la semaine passée, je pense, mais après, il y a eu question d'agenda avec nous. Et on l'attend, on veut l'écouter d'abord, parce que nous-mêmes, nous voulons savoir pourquoi ils se comportent comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision sans savoir leur motivation. Pourquoi ils ont décidé de nous exclure? Pourquoi ils se comportent comme ça avec nous? Si on a leur motivation, là, si on quitte, on pourra expliquer à nos peuples, voilà ce qu'ils ont dit, voilà les raisons. Et donc, nous, on décide de quitter. C'est la même chose que la CEDEAO. On a quitté, mais si on nous demande pourquoi on a quitté, on peut vous expliquer. Mais aujourd'hui, si on quitte l'Union et qu'on nous demande, nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi ils nous ont suspendus. Pourquoi ils se comportent comme ça. Certes, ils ont dit qu'on est anticonstitutionnel, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que... Monsieur le Président, vous pouvez aussi quitter parce que vous estimez que c'est une organisation qui travaille contre les intérêts de l'Afrique. Je ne pense pas que l'Union africaine peut être dans une posture révolutionnaire comme celle que vous menez. Non. Par respect pour certaines personnes, voilà pourquoi j'ai dit j'attends que le médiateur qui a été nommé, qui a déjà envoyé son émissaire, prenne contact avec nous. Nous l'attendons. C'est par respect vraiment pour ce président. Nous l'attendons qu'il vienne, qu'on discute, qu'il nous dise ce qu'il y a et nous lui dirons les conclusions de nos débats. Monsieur le Président, on va aller au bord de la mer Noire, en Russie. Alors, la science a l'art de ces instruments. Vous avez fait des études scientifiques. Alors, lors d'un séjour à Moscou, vous avez demandé aux
patron du Kremlin, de nous apprendre à pêcher le poisson au lieu de nous donner le poisson, le transfert des technologies. Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde est d'accord que le biberonnage là, extérieur ne peut plus continuer. Alors où en est-on aujourd'hui avec justement ce transfert de technologie? Parce que vous avez parlé tout de suite avec des confrères qu'on va un jour fabriquer même nos armes ici. Alors où en est-on actuellement avec ce transfert de technologie? Alors, je pense qu'ils ont bien entendu le message. Je l'ai clamé en 2023 pendant le sommet de Saint-Pétersbourg. On nous a donné du blé. Il ne faut pas qu'on aille encore demander du blé. Il faut cultiver. Si on nous donne du poisson, il faut qu'on apprenne à pêcher. Et je pense que les initiatives qu'on est en train de développer, nous avons demandé donc à la Russie d'offrir un certain nombre de bourses d'études à des étudiants burkinabés pour qu'ils aillent apprendre la science. Ils ont accepté. Donc il y a déjà des gens qui sont partis dans certains domaines pointus. Si vous regardez la création de l'agence atomique, on a déjà des étudiants qu'on a envoyés depuis l'année dernière qui sont en formation sur le domaine atomique, qui est une technologie poussée. Et on va continuer d'en envoyer chaque année. Donc il y a plusieurs autres domaines où nous avons demandé des formations. Ce n'est pas la Russie seulement. Même à la Chine, on a demandé des formations particulières et envoyé des étudiants. En Iran aussi, pareil, on est en train de taper en tout cas tous ceux qui ont pu développer des technologies pour envoyer des étudiants formés. Alors géopolitiquement, bon, le capitaine président Ibrahim Traoré aujourd'hui a mis le Burkina sur orbite, comme à l'époque un Sanka. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Bon, un pays comme le Burkina, bon, certains disent un petit capitaine. Qu'est-ce que ça vous fait géopolitiquement aujourd'hui d'être au pinacle? Écoutez, est-ce que vous avez toujours la tête sur les épaules? On a forcément la tête sur les épaules. C'est une charge. De voir, c'est une mission globale qui nous a été confiée. De voir que tout le monde entier s'intéresse au Burkina, je ne dirais pas une pression, mais c'est une charge. C'est une responsabilité. Et on doit de l'assumer avec toute la concentration nécessaire. On n'a pas le droit de faillir. Qu'on le veuille ou pas, nous allons aller dans le sens des peuples. Parce que c'est eux qui ont fait valoir cela. Donc, on l'a vu, le Burkina est vraiment en orbite, comme vous le dites. Et nous travaillons à maintenir le Burkina dans cette posture, à être le pays des hommes intègres, à être le pays modèle, à être le pays qui va quitter cette situation de sous-développement, être dans quelques années un pays très développé, faire un miracle, parce que c'est ce à quoi les gens aspirent. Et aussi pouvoir donner notre part de voix et de tout ce qu'il y a, voilà, pour le bonheur du monde, si je peux dire. Depuis que vous êtes chef d'État, vous voyagez très peu. Oui. Le seul pays en Afrique où vous êtes allé, c'est probablement la Russie, si je ne m'abuse. Et on a vu vos homologues africains aux États-Unis, avec une sorte de photo de classe, avec le président Trump. Et je vous donne un commentaire d'un ami à moi qui me disait « Le capitaine Traoré n'aurait jamais accepté ça ». Est-ce que c'est vrai? Écoutez, moi je voyage peu, comme vous l'avez dit. Et je suis parti en Russie 2 fois, mais pour des objectifs bien précis. Il se peut que j'aille vers d'autres partenaires pour des objectifs bien précis. À part ça, je ne compte pas aller faire le tour du monde comme les autres le font. Parce que pour moi, il faut rester concentré, travailler pour son pays. Le président Trump lui-même, il a dit America first. C'est l'Amérique d'abord, il travaille pour les intérêts des Américains. Et donc moi, je travaille pour les intérêts des Burkinabés. Si je n'ai pas d'intérêt là-bas, qu'est-ce que je vais aller faire? Alors, l'un des grands sujets géopolitiques actuels, c'est bien sûr le conflit israélo-palestinien. On voit des États prendre de plus en plus position. On a vu des États occidentaux, européens, pour ne pas les nommer, dire qu'ils vont reconnaître, et c'est un signe fort, l'État palestinien. Mais comme d'habitude, l'Afrique est quasiment silencieuse. Elle est dans la position attentiste. Est-ce que vous, du Burkina, vous pouvez donner une position qui permet de comprendre un peu ce que pense l'Afrique par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la bande de Gaza? Je ne peux pas vous donner une position qui permet de voir ce que pense l'Afrique. Certains Africains, ou certains dirigeants africains. Parce que beaucoup de dirigeants africains ont une autre manière de voir les choses. C'est le malheur de l'Afrique, si je peux le dire, on n'est pas unis. On ne voit pas de la même manière. Certains ont peur, certains ont les mains liées, certains sont là pour les intérêts d'autres personnes. Écoutez, l'Occident a amené des gens qui ont grandi chez eux, tout faire chez eux, venir les mettre chefs d'État en Afrique. Donc c'est eux qui contrôlent tout ça. Et donc l'Afrique ne peut pas avoir une opinion. Mais je sais qu'au fond de tout un chacun, personne n'aimerait voir ce qui se passe là-bas, se passer chez lui. Mais malheureusement, sur le continent africain, il y a une situation pareille. Au Congo, qu'est-ce qu'on fait même pour le Congo? En République démocratique du Congo. Ça fait combien de millions de morts?
Depuis combien de temps? Nous-mêmes, nous sommes en guerre. Est-ce que vous avez vu des pays africains même porter la voix pour le Burkina depuis les 10 années passées? C'est rare. C'est rare. Donc, l'Africain a ce problème-là. Pendant que quand vous voyez en Europe, ils ont un problème. Tout le monde est uni, les gens arrivent à rapidement trouver des solutions. Les États-Unis, c'est pareil. Mais l'Afrique a ce problème. Vous voyez, ça fait 10 ans que nous on se bat. Vous n'avez pas entendu quelqu'un porter la voix du Burkina au niveau des institutions internationales et quoi que ce soit, ni le Mali, ni le Niger. Nos populations meurent, ce n'est pas leur problème. Congo, ça meurt, ce n'est pas notre problème. La dernière fois, j'ai essayé dans une de mes paroles d'essayer de parler pour que... Ça fait combien de millions de morts? Le Soudan, regardez comment il se déchire. Il y a beaucoup de conflits sur notre sol déjà et on n'arrive même pas à porter la voix. Donc, comment on va aller porter la voix des autres? Donc, il faut que nous, Africains, on se réveille. Est-ce que le Burkina peut reconnaître un État palestinien? Est-ce que le Burkina est prêt à reconnaître l'État palestinien? Pourquoi pas? C'est un État. C'est un État. Pourquoi on ne va pas reconnaître un État palestinien? Non, ce qui se passe, c'est très grave. Et je pense que l'État palestinien existe et doit exister. Sinon, cette guerre ne finira jamais. Là où nous partons, ça ne finira jamais. Pendant que vous croyez que ça va finir, ça reprend de plus belle. Et on va continuer comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de parts de responsabilité des pays autour là-bas. Parce que c'est leur région et les gens doivent pouvoir donner la voix pour trouver une solution à ce conflit. Voilà. Et quant à nous, on continue de se battre ici. L'État burkinabé qui doit demeurer, c'est ça qui est le plus important. Et on se bat pour notre État burkinabé. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes donc au terme de ces 90 minutes face à la presse. Merci pour votre disponibilité et merci pour cette belle opportunité offerte à la presse nationale et internationale. Mais avant de nous séparer, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit du peuple burkinabé à l'orée du 3e anniversaire de votre accession à la magistrature suprême? Pour le peuple burkinabé, ça fait 3 ans que nous sommes là et qu'on chemine. Et j'ai d'abord des mots de remerciement. Des remerciements du fond du cœur. Parce que le peuple est resté concentré. Concentré pour écouter le message qu'on a véhiculé. Parce que l'une des armes importantes que nous avons utilisées, c'est aussi la communication. Et parce que nous avons compris que les impérialistes ont toujours utilisé la communication pour détruire l'Afrique. Parce que tout ce qui se passe comme conflit, ce sont des manipulations. Ce sont des manipulations. Regardez, je prends encore le cas du Soudan. 2 groupes sont manipulés par des puissances. Faudrait-il pas à un moment donné qu'on se parle, on s'assoit, on exploite nos ressources ensemble, on fait vivre nos populations, on va continuer à se déchirer? Tout ce qui s'est passé comme assassinat de leaders politiques en Afrique, les guerres et tout, c'est à travers la communication qu'on a manipulé. Et la communication est très importante. Et ça, le peuple burkinabé a été concentré pour percevoir le message. Et nous continuerons de communiquer pour les faire comprendre ce que nous faisons et vers où nous partons. Ça, c'est le plus important. Deuxième chose, je remercie Dieu aussi, qui a permis à ce que nous puissions, en tout cas malgré la guerre, poser des actes et communiquer sur ces actes pour que le peuple comprenne qu'un lendemain meilleur est possible. L'espoir est permis. Et tant que les gens garderont cet espoir, on va y arriver au point où nous souhaitons. Et la dernière chose, c'est cette situation sécuritaire qui est là, de rassurer que la guerre va finir au Burkina Faso. Nous vivrons en paix, nous ferons ce que nous avons à faire de nos richesses et nous allons nous développer. Ça, c'est une certitude. Le rêve que nous avons pour le Burkina Faso, nous allons l'accomplir. Nous continuerons les derniers bastions importants du terrorisme, nous allons continuer à les conquérir, comme ce qu'on a pu faire en 2025 avec cette grande vallée qui était un gros réservoir économique pour les terroristes que nous avons récupéré. Il y a plusieurs autres endroits où l'orpaillage terroriste continue et tout, pour les ravitailler. Nous allons récupérer toutes ces zones et l'espoir est permis. Donc, bon courage à tout le monde, restez concentrés, résilients et on continuera à se parler. C'est ça le plus important. Une fois qu'on se parle, on se comprend et on avance.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Ce sera donc le mot de fin. Merci, chers confrères, pour vos différentes questions donc adressées au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien avec grand intérêt.